Le jour le plus sombre de l'histoire des Grands Prix. Ce sont les mots utilisés par Murray Walker pour décrire les suites de ce qui fut peut-être le week-end de course le plus tragique jamais vu en Formule 1. Un week-end marqué par une conduite hésitante, réticente et prudente de la part de tous. Chacun sentait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose risquait de mal tourner, et ils avaient raison. Mais avec le recul, ce qui est peut-être encore plus déchirant que l'accident lui-même, ce sont les événements qui ont conduit. 1994, début d'une nouvelle saison. Ayrton Senna, triple champion du monde, vient de rejoindre Williams, l'écurie la plus dominante du moment. Ils s'apprêtent à conduire leur nouveau monstre. Mais dès les premières courses, la réalité est cruelle. La voiture est difficile à piloter et Michael Schumacher avec sa Benetton écrase déjà le début de saison. Quelques semaines plus tard, à Imola, ce Grand Prix de Saint-Marin doit être le moment où Senna reprend les commandes. Pourtant, personne n'imagine encore ce qui va se produire. Ce vendredi matin, 29 avril, l'atmosphère est lourde sur le circuit d'Imola. À 8h30, Senna monte dans un hélicoptère qui l'emmène vers le paddock pour une journée d'essai et de qualification. L'équipe Williams a travaillé dur avant d'arriver à Imola. Ils ont fait des tests intensifs pour tenter de régler les problèmes de la voiture. Des modifications ont été apportées, mais Senna reste sceptique quant à leur efficacité. Car depuis le début de la saison, malgré un moteur plus puissant, la Williams était constamment derrière la Benetton. Senna et son coéquipier Damon Hill avaient ouvertement exprimé leur frustration, qualifiant la voiture de difficile à piloter. Pourtant, les écarts de temps entre Senna et Hill montraient clairement que Senna arrivait à compenser les défauts du châssis grâce à son talent exceptionnel. Hill l'admettra lui-même plus tard, reconnaissant qu'Ayrton était dans une toute autre dimension, capable de tirer le maximum d'une voiture que lui-même ne pouvait pas dompter. Vers 9h30, Senna s'installe dans sa voiture et enchaîne 22 tours impressionnants. Il signe un chrono de 1 minute 21 secondes et 598 millièmes, soit plus d'une seconde devant son coéquipier. Hill est agréablement surpris par le comportement de la voiture, mais Senna, lui, n'est toujours pas convaincu. Il passe de longs moments avec son ingénieur à lui répéter que l'équipe le rend dans la mauvaise direction. À 13h, la première séance de qualification commence. Senna grimpe immédiatement en tête du classement, mais 15 minutes plus tard, un accident spectaculaire secoue tout le monde. Un jeune pilote, Rubens Barrichello, décolle dans la chicane et s'écrase violemment contre les barrières. L'impact est sévère, mais les pneus absorbent une partie de la force. Barrichello, inconscient, s'en sort miraculeusement bien avec seulement une fracture du nez et quelques côtes fracturées. Senna, qui n'a pas vu le crash de son côté, se précipite pour prendre de ses nouvelles. Une fois rassuré, il retourne enfin en piste. À 13h40, avec une détermination froide, il améliore encore son temps. 1 minute 21 secondes et 548 millièmes. Il dira plus tard « En tant que pilote de course, il y a des choses qu'il faut traverser pour tenir le coup. Parfois elles ne sont pas humaines, mais on les traverse. Certaines choses ne sont pas agréables, mais pour obtenir les belles choses, il faut les affronter. On laisse beaucoup derrière soi quand on suit une passion. » Le lendemain, Senna reprend la piste avec plus de confiance. La deuxième séance de qualification commence à 13h. Damon Hill pousse la voiture pour gagner des places sur la grille, mais tout bascule à 13h18. Un jeune pilote autrichien, Roland Rasenberger, perd le contrôle à haute vitesse et percute un rail de protection. L'accident est fatal. Senna voit les images sur les écrans et comprend immédiatement la gravité. Il quitte son garage et se rend sur les lieux avec compassion. Malgré les efforts acharnés de l'équipe médicale, Rasenberger succombe à ses blessures. Le paddock est sous le choc. Senna, visiblement dévasté, trouve du réconfort dans les bras du professeur Sid Watkins, le médecin de la F1. C'était la première fois qu'il se retrouvait si proche de la mort d'un collègue. Cette nuit-là, le paddock ne trouve pas le sommeil. Quelque chose s'est brisé, mais le pire reste à venir. Le dimanche matin fatidique, Damon Hill vit une séance d'essai compliquée, surtout en passant à l'endroit où Rasenberg s'était tué. Je pouvais imaginer la force de l'impact, car je roulais à la même vitesse que lui avant qu'il ne sorte. Normalement, je n'y aurais pas repensé une seule seconde. Même à 300 km/h, ce n'est pas un endroit où l'on frôle la limite. Mais après l'accident de Roland, comme tous les pilotes, j'ai été confronté à la réalité brutale. Parfois en course, on n'est rien d'autre qu'un passager qui compte sur sa voiture pour survivre à des vitesses mortelles. Pendant ce temps, Senna domine le warm-up avec presque 9 dixièmes d'avance. Après la séance, il a une conversation inattendue avec Alain Prost malgré leur rivalité historique. Senna plaide pour des améliorations de sécurité, insistant sur la nécessité de mettre de côté leurs différends pour le bien de tous. Prost est surpris. J'étais très étonné car normalement il ne me disait même pas bonjour quand on se croisait. À 11h, Gérard Berger vient chercher Senna pour le briefing des pilotes. Senna en profite pour évoquer un problème avec la voiture de sécurité pendant le tour de formation. Le briefing est sombre, marqué par une minute de silence en mémoire de Rasenberger.
À l'approche du départ, tout le monde remarque un changement dans l'attitude de Senna. Il inspecte minutieusement sa voiture dans le garage Williams. À 14h précises, les voitures s'élancent pour le tour de formation. Mais très vite, des drapeaux jaunes apparaissent. Un accrochage au départ entre une Lotus et une Benetton provoque des débris sur la piste. La course est arrêtée temporairement. La safety car entre en scène à 14h03 pour dégager la piste. À la relance, Senna prend la tête, suivi de près par Michael Schumacher. Malgré une voiture lourde de carburant et des pneus froids, Senna vole en tête. Schumacher peine à suivre le rythme. Le docteur de la F1, Sid Watkins, inquiet, confie même à son collègue « Je le sens, il va y avoir un putain d'accident terrible d'une minute à l'autre. » Et à 14h17, au 7ème tour, Senna aborde le virage redouté de Tamburello. La voiture perd brusquement le contrôle, juste après l'apex, part tout droit et percute le mur de béton non protégé à plus de 300 km/h. Malgré un freinage désespéré, l'impact se fait encore à 200 à l'heure. La roue avant droite et le nez se détachent. La roue est projetée dans le cockpit et frappe le casque de Senna de plein fouet. La voiture s'immobilise. Senna ne bouge plus. Les commissaires de piste arrivent en premier, puis les médecins. Senna fait un léger mouvement. Un instant d'espoir apparaît. Mais quand le docteur Sid Watkins arrive sur place, il connaît déjà la suite. Les blessures sont terribles. Senna est extrait et transporté par hélicoptère à l'hôpital Maggiore. Le monde entier retient son souffle. À 14h55, 37 minutes après l'accident, la course reprend. Mais l'esprit est clairement ailleurs. À 15h10, le cœur de Senna s'arrête une première fois à l'hôpital. Sur le circuit au même moment, encore un autre incident survient. Au 41e tour, une roue se détache d'une voiture Lotus et met en danger les mécaniciens. L'ambiance est devenue complètement irrespirable. À 16h20, la course s'achève enfin sans autre drame. Schumacher, Larini et Häkkinen montent enfin sur le podium, mais leurs visages trahissent l'angoisse. On apprendra plus tard que Senna avait emporté un drapeau autrichien dans sa voiture pour rendre hommage au défunt Rasenberg juste après la course. Mais le soir même, tout le circuit d'Imola ainsi que les spectateurs sont envahis par un sentiment d'effroi. La nouvelle tombe enfin. Ayrton Senna est décédé. Special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Alors, toujours en direct d'Imola avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là, on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que, comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. L'heure officielle de la mort est fixée à 14h17, l'instant exact de l'impact. L'enquête conclura qu'une modification défectueuse de la colonne de direction de la Williams était la cause principale. L'équipe a toujours nié, affirmant que la casse est arrivée après l'impact. Mais son coéquipier Damon Hill propose une toute autre théorie. Senna, sous pression pour résister à Schumacher, aurait fait une rare erreur due à une agressivité excessive. Il avait perçu de la nervosité chez Senna avant la course, et Schumacher qui le suivait avait fait la même observation. Mais quelle que soit la cause exacte, la mort de Senna est d'autant plus dure à accepter qu'il était bouleversé par les événements du week-end. Il est clair que ce jour-là, il n'aurait pas dû courir. Et au Brésil, pays de naissance de Ayrton Senna, plus de 3 millions de personnes ont envahi les rues de Sao Paulo pour rendre hommage et accompagner le cercueil. Le pays a observé 3 jours de deuil national. Mais pas qu'au Brésil. Dans le monde entier, les hommages affluent. Des courses sont dédiées à sa mémoire et des virages portent même son nom. Au Grand Prix de Monaco suivant, Niki Lauda annonce la renaissance de l'association des pilotes de Grand Prix en hommage à Ayrton Senna. Dès les courses suivantes, des changements de sécurité majeurs sont appliqués. Barrières améliorées, cockpit rehaussé, limitation des moteurs à 3 litres. La Formule 1 ne sera malheureusement plus jamais la même. Senna n'aurait pas dû mourir. Pourtant, il est parti en un instant. On retiendra de lui bien plus qu'un palmarès ou qu'un week-end tragique. On retiendra d'abord un homme, un pilote pour qui la limite n'était jamais un repère fixe, mais quelque chose qu'il cherchait constamment à dépasser, même quand cela signifiait rouler au bord de ce qui semblait possible. Ce week-end-là, pourtant, quelque chose était différent. Ce n'était pas un pilote inconscient du danger, c'était même tout l'inverse. Il restait particulièrement marqué par les événements du week-end, notamment après la disparition de Roland Rasenberger, et il était pleinement conscient de ce qui se jouait autour de lui. Mais malgré ça, il montait quand même dans sa voiture, parce que chez lui, renoncer n'a jamais vraiment été une option. Et c'est ce paradoxe qui rend tout le reste si difficile à saisir. Un homme lucide sur ce qui se passe autour de lui, un homme capable de voir le danger, de le comprendre, parfois même de le dénoncer, mais incapable de renoncer à ce pourquoi il est venu, à ce pourquoi il se sentait vivant. Sa passion, la Formule 1.
Dans les dernières années de sa vie, Senna n'était plus seulement un pilote rapide, il était devenu pour beaucoup une figure symbolique, celle d'un sport poussé à son extrême, d'une exigence totale, d'une forme d'intensité qui dépassait la simple compétition. Et c'est aussi pour ça que sa disparition a un impact aussi profond. Car après ce week-end tragique, le monde de la Formule 1 continue certes, mais il n'est plus exactement le même. Les circuits sont repensés, les voitures encadrées différemment et la notion de sécurité devient centrale dans chaque décision. Mais ces changements ne sont finalement que la conséquence visible de quelque chose de plus profond. La prise de conscience qu'un sport peut aller trop loin, même sans s'en rendre compte. Et au milieu de tout ça, reste Senna. Pas seulement comme un champion, mais comme l'un des derniers représentants d'une époque où la frontière entre maîtrise et danger était encore floue. Et c'est peut-être ça, au fond, ce qu'on retiendra de lui.